Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission OPS, En Paquet de Cinéma, l'émission qui parle de tous les cinémas. Au programme des films, des interviews, des débats autour du cinéma avec des invités. Et notre invitée ce soir, c'est Mariette Montpierre, réalisatrice. Bonsoir Mariette. Bonsoir. Merci d'être venue, en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour pouvoir débattre avec nous autour du cinéma et autour de ton actualité cinématographique. Je suis ravie d'être là. Merci, nous sommes ravis de te recevoir en tout cas. Et donc pour débattre, décortiquer, analyser tous ces films, nos experts, nos chroniqueurs, donc bonsoir Carole Vingala-Long, scénariste et réalisatrice. Bonsoir Daniel. Ça va bien? Ça va et toi? Depuis la dernière fois. Ok. Régis Marton, critique cinéma, qui est avec nous. Bonsoir Régis. Bonsoir. Ça va bien aussi depuis la dernière fois? Je suis là. Vous êtes là. En fait, tu es là. À vous les studios. Ah, vous, les studios. Il y a une expression créole qui dit « Oula qu'on l'a à guitare ». Ah, en pâté connaître là. Voilà. Et aussi Emma Hubert, qui est scénariste et réalisatrice. Bonsoir Emma. Bonsoir. Contente d'être parmi nous pour cette émission? Oui. Cache ta joie, Emma. Donc voilà, donc nous allons enchaîner tout de suite avec notre première rubrique, On paquet de nouveautés. Donc, et on commence donc avec ce film qui est un remake ou une suite d'un film très connu qui est sorti dans les années 80, qui s'appelait Top Gun. Une suite. Une suite, donc voilà, qui s'appelle Une legacy. Legacy. Voilà. Un requel. Un requel. Donc tu nous expliqueras ce que c'est la différence entre requel, préquel, sequel, voilà. C'est Si quoi? tu veux. C'est quoi? What's that? What's that? Ouais, donc on car. Donc il s'agit donc de Top Gun Maverick, produit et avec Tom Cruise, voilà, et coproduit par les champions des blockbusters, c'est un blockbuster quand même, les champions du blockbuster, que sont Dom Simpson et Jerry Bruckheimer, hein, donc qui sont les boss des films de blockbusters, pardon, des blockbusters des années 80, oui. Bah, c'est eux qui ont littéralement forgé le blockbuster dans les années 80-90. Oui, voilà, avec des films comme... Pour les plus récents, ce serait plus le pic de... pas le pic de Dante. Mince. Le film de Beverly Hills. Le film de Beverly Hills, Bad Boys, Armageddon. Avec Le film avec Nicolas Cage et puis Sean Connery, j'oublie, qui se passe Rock. The Rock, voilà. The Rock. Voilà. Voilà. Et les séries comme Les Experts et tout ça, ceux qu'ils ont forgé. Donc on va voir une bande-annonce de ce film, Top Gun, Maverick, Magneto. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant qui vous parle. L'exercice d'aujourd'hui est le combat rapproché. Quoi, 2 contre 1? C'est une blague. Top Gun, le film de Tony Scott, frère de Ridley. Donc le pitch, en fait, c'est instructeur à la fameuse école Top Gun qui recrute l'élite de l'aviation de l'aéronavale américaine, voilà. Donc Maverick, interprété par Tom Cruise, donc forme puis dirige des pilotes de chasse. Donc voilà, on peut pas faire plus court comme pitch. Donc Régis, donc tu as vu le film, tu avais vu le premier déjà, Oui. en 86. Je venais d'être fait, donc je pense que c'était pas possible. Non, je l'ai vu, parce qu'on te dit c'est un classique du cinéma, surtout dans les années 90, et surtout c'est une référence dans l'aviation, à l'époque en tout cas. Mais déjà, je vais définir ce que c'est, ce terme qui vient qui a été inventé par littéralement Scream 5, le Legacy Sequel ou le requel. Oui. En gros, cette définition, c'est en gros, on va faire une suite à un film qui est sorti des décennies auparavant et faire revenir le cast d'origine. En gros, c'est ce qui a été fait avec Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Avec Harrison Ford. Voilà, Harrison Ford. Et l'hologramme de Carrie Fisher. Non, elle était vivante encore à ce Elle est moment-là. encore vivante? D'accord. Voilà, elle était encore vivante. Et tu as ça avec Independence Day et tout un paquet de suites qui viennent
qui viennent plusieurs années plus tard. Il n'y a pas Will Smith. Hein. Il n'y a pas Will Smith, mais tu as Jeff Goldblum. Ah, si, Jeff Goldblum, pardon. Tu as le président des États-Unis, tu as le dingo et tu as tout ça qui revient. C'est juste Will Smith qui était occupé à faire autre chose. Mais en gros, c'est capitaliser sur la nostalgie de la génération précédente qui a vu et grandi avec ces films-là pour faire des suites, pour déjà accueillir déjà ce public déjà qui a déjà été conquis et faire venir de nouvelles générations. C'est ça, en fait, une sorte de... C'est ça, le legacy sequel, ou bien le requel, comme ils l'appellent. Moi, j'appelle juste ça une suite doudou. Voilà. Une suite. Une suite doudou. C'est nostalgique. On fait revenir le doudou. Viens ici, doudou. Venez. Ok, très bien. Donc, une suite doudou, comme l'a défini Régis, notre critique cinéma. Une suite doudou qui t'a un petit peu ennuyé, Carole, non? Pas qu'un peu, en fait. Déjà, le premier, moi, je ne l'avais pas vu, donc je l'ai vu le premier pour pouvoir regarder le deuxième. Et je pense que j'ai encore perdu 4 heures de ma vie, à peu près, que je ne retrouverai pas. Voilà. Ah ouais, et malgré Tom Cruise, que j'aime beaucoup comme acteur, puis c'était un plaisir de voir Anthony Edouard dans ses débuts. Donc Anthony Edouard qui était dans la série Urgence, dont j'étais fan absolue. C'était l'anesthésiste. Ouais. Non, c'était le médecin en chef des urgences. Le médecin en chef des urgences. Oh là là. Qui est mort du cancer après. Oui. Spoiler, il est mort, voilà. Oui, d'ailleurs, il est mort aussi dans Top Gun 1. Donc, voilà. Il n'y a pas de bol. Donc voilà, donc c'est un plaisir de voir ces acteurs-là, Val Kilmer, de les revoir tout jeunes et de les voir après, 30 ans après. Donc voilà. Pour le deuxième, je crois que j'ai souri à un moment donné quand même. Ah. Voilà. Donc, sur 2 heures de film, j'ai souri une fois. Voilà, donc c'était un grand moment de solitude pour moi, ce film. J'ai regardé ma montre à peu près toutes les 5 minutes. Ouais. Oui, à la fin. Voilà, donc pour moi, c'est un... Voilà. Donc, Emma, tu as vu aussi les pareil deux films, que Carole, j'ai vu le premier et ensuite j'ai vu le deuxième. Le premier, franchement, c'était assez lourd et lent. Et malgré la beauté de Tom Cruise, c'était vraiment pénible en fait à regarder. Pour le coup, j'appréhendais le deuxième. Je me suis dit 2h11 de film à regarder, ça va être pénible. Mais finalement, j'ai plutôt apprécié, contrairement à Carole. On retrouve dans le premier, ce qui était agaçant, c'est qu'on avait un Tom Cruise prétentieux, réfractaire. Et là, du coup, il change... Le jeune coq de la basse-cour, en fait. Voilà, exactement. Et là, le rôle, hein. On change un peu de ton. Il est, là, il est plus modeste. Et, plus expérimenté, peut-être. Et en fait, dans le premier, oui, plus expérimenté. Et contrairement au premier, où son but, en fait, c'était simplement de montrer que c'était le meilleur pilote. Oui, d'être le numéro 1. Là, on a un film de testostérone. Ouais, là, on a une autre mission, une autre motivation qui est simplement d'instruire des jeunes pilotes, de les entraîner, mais de les entraîner à ne pas mourir, en fait, de leur éviter la mort. Et du coup, c'est une mission beaucoup plus touchante et ça crée un peu plus d'empathie chez moi. Et aussi, la différence, c'est beaucoup plus agréable à regarder que le premier. Et on est beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'intérieur de l'avion qu'à l'extérieur. Là, dans le premier, il y avait beaucoup de plans d'extérieur, des avions qui passaient à droite, à gauche. Et dans celui-ci, on est beaucoup plus à l'intérieur de... Pourtant, de ce que je me rappelle, le premier relevait quand même de prouesses techniques. Oui, bien sûr. Il faut le mettre dans le contexte. Il y a 35 ans. Monté dans les F-16. Oui, voilà. Tout à fait. Mais ça reste quand même pénible à regarder. Et puis, c'était aussi... Oui, Mariette, c'était aussi la réalisation de Tony Scott, oui. J'ai vu Top Gun quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui. Et moi, j'ai adoré ce film à l'époque. Et il y avait une très belle histoire d'amour. Moi, je suis désolée. On se rappelle de la chanson qui avait marqué tout l'été. Moi, Tom Cruise, l'histoire d'amour, c'était extraordinaire. Alors, je n'ai pas vu le nouveau et je ne le verrai pas parce que ça ne m'intéresse absolument pas de voir les séquels, les prequels. C'est jamais aussi bien que le premier. Mais pour le coup, pour ceux pour la jeune génération qui, justement, n'a pas vu le premier et qui serait un peu réticente à regarder un film d'il y a 35 ans, c'est pas mal, en fait. C'est bien réalisé. Franchement, j'ai beaucoup plus apprécié celui-ci que le précédent. Après, j'ai pas ce côté nostalgique. Alors, moi, j'ai un peu de mal. Je serais un peu comme Mariette, parce que c'est vrai qu'on a affaire à 2 époques différentes. On a affaire aujourd'hui à une époque où on tourne essentiellement en numérique. Oui. Je pense que ça se voit sur la bande-annonce. Et le film de Tony Scott, qui a été fait en film, avec une colorimétrie très particulière, où on ressent la moiteur,
la chaleur à l'intérieur de ce sous-marin, pas de sous-marin, de ce porte-avions. On voit les visages transpirer, etc. Et c'est quand même la griffe de Tony Scott. Enfin, Tony Scott, c'est un grand réalisateur. Comme son frère Ridley Scott, Régis. Oui, non, mais de toute manière, les frères Scott ont presque fondé Ridley du côté épique et puis horrifique, et Tony du côté action, et puis surtout avec la photographie qui n'a cessé d'évoluer avec le temps. Mais je vous trouve un petit peu dur avec le Top Gun, même si j'avoue que, bon, pour un film des années 1990 qui sort en 2022, c'est quand même ce qui a le haut du panier, ça pour dire la qualité du cinéma moderne. Mais oui, qui a un peu de mal à se renouveler, on a du mal à trouver des histoires. Oui et non, mais je pense que c'est plus une histoire de cycle. Parce que on voit avec Alien, il y a eu aussi des requels, sequels. Mais ça, c'est une mode. Si Hollywood a du mal à trouver des histoires, il faut qu'ils viennent nous voir. Parce ça, c'est qu'on sûr. en a à leur Hollywood, proposer. Mariette Montpierre vous appelle. Et là, pour le coup, pour ceux qui ont beaucoup aimé le premier, ils reprennent les éléments scéniques du premier. Ils reprennent aussi la même musique, la même police d'écriture, les mêmes éléments. Ils refont carrément le générique du début. Mais au niveau du jeu, moi je le vois qu'à décor. travers la bande-annonce, mais on n'a pas l'impression de voir un Tom Cruise un peu, pour reprendre une expression qui date des élections de 2002, on n'a pas l'impression de voir un Tom Cruise vieux, usé et fatigué. Non. Ah non, Tom Cruise, il est beau, il sera toujours... Ça, c'est sûr. Par contre, on a il est mature, un Val mûr. Kilmer mourant là dans ce film. Bah, j'ai rien dit. Faut pas spoiler. Oui. Bah non, c'est pas du spoil, il y a personne qui Le film est encore sur les affiches. C'est pas grave, c'est pas trop un élément. Au Cinestar. Non, je crois qu'on 5 minutes, tout est pour tout. Non, mais oui, Régis. techniquement, pour rester dans la thématique du recall et du sequel, le truc c'est que j'ai pas vraiment vu une suite à Top Gun, j'ai plus vu Top Gun remise au goût du jour. D'accord. Ne serait-ce que par la photographie de Claudio Miranda qui a fait un bon travail, ne serait-ce que pour le cadrage et aussi pour l'éclairage et l'étalonnage. Lorsqu'il y a les séquences qui se passent dans l'espace ou bien dans le ciel ou dans le désert, on ressent, la température, le stress des pilotes. Il y a aussi... le truc, c'est qu'avec Top Gun Maverick, j'ai l'impression de voir 3 styles de films. Le premier style de film, c'est un film de Tom Cruise. Quand je veux dire un film de Tom Cruise, c'est le cinéma de Tom Cruise depuis 2006 avec Mission Impossible 3. C'est que c'est un film de Tom Cruise, produit par Tom Cruise, financé par Tom Cruise et qui parle de Tom Cruise. Et avec Tom Cruise, bien sûr. Voilà. Et voilà. Et donc revenir sur le film fondateur qui a bâti sa légende, c'est un petit peu revenir à la base. Et je m'attendais presque à ce qu'il y ait un passage de flambeau. Sauf que je me suis rappelé que c'est un film de Tom Cruise, avec Tom Cruise, sur Tom Cruise, et qui parle de Tom Cruise. Voilà. Donc, voilà. Donc, je m'attendais vraiment à un scénario à la 12 O'Clock Hyde, plutôt L'Homme de Fer de Henry King, qui est sorti et qui a gagné une palme d'or à Cannes, où tu avais un instructeur qui devait enseigner à des jeunes recrues à exécuter une mission durant la Seconde Guerre mondiale. Et normalement, je m'attendais à ce passage de flambeau, sauf que ça n'a pas eu lieu. D'accord. Bah, en fait, Alors, on veut te faire Spoiler. Spoiler, c'est un film de Tom Cruise, avec Tom Cruise, sur Tom Cruise, produit par Tom Cruise. Avec qui encore Tom Cruise. Alors justement, Il y a d'autres acteurs, il y a Miles le Teller, travail sur la photographie me permet d'enchaîner, parce que les Américains ont un vrai travail, en tout cas, qui a influencé le cinéma mondial sur la photographie. On voit par exemple avec des films comme Batman, il y a toute une réflexion sur la photographie. Donc ça me permet d'enchaîner avec notre invitée Mariette Montpierre, voilà, réalisatrice guadeloupéenne, qui a bâti l'essentiel de sa carrière, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. C'est bien ça, en tout cas entre Paris et New York. Oui. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie à New York et je suis revenue en Guadeloupe il y a environ 4 ans. Maintenant, je vis entre New York et le Gosier. Voilà. Donc, Mariette Montpierre, donc tu es diplômée de la Sorbonne. Oui. Voilà, des études de la Sorbonne. Mais pas que. Pas que, oui. Je vois aussi qu'il y a le Smith College dans le Massachusetts. Oui. Donc, tu commences ta carrière en tant que productrice dans l'une des plus grandes agences de publicité basée à New York. BBDO. BBDO, voilà, avec je produisais des publicités pour des grandes marques, Pepsi, Federal Express, Pizza Hut, Visa aussi, j'ai vu. Visa, des chips Lays, etc. Voilà, donc de grandes marques. Donc c'est là que des gros budgets. Voilà, que tu fais tes armes. Tu passes très vite au vidéoclip. Enfin 15 ans quand même, je suis restée 15 ans dans la pub. Oui.
Oui, 15 ans, c'est pas rien. Donc, je disais que donc, tu t'essayes aussi au vidéoclip. Oui, parallèlement. Tu es la première réalisatrice de vidéoclips en Guadeloupe. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Oui. Moi, je t'ai connue à travers tes clips, d'ailleurs. Ah, oui. Donc, Oui, c'est vrai, j'ai fait des clips pour Malavoie, Edith Lefel, Acoustic Zouk. De sacrées références. Oui. Donc, Dernièrement, Ronnie Théophile et Jean-Michel Samba. Voilà. Et justement, pourquoi je faisais ce lien avec la photographie? Parce qu'en fait, je trouve que, en tout cas dans tes vidéoclips, il y a un travail sur la photo. Oui. Notamment le dernier clip que j'ai vu, qui était celui de Jean-Michel Samba, Oui. qui est tourné à la rivière. Il y a un travail Oui. sur la photo qui est assez extraordinaire. Oui. J'ai de très bons caméramans. Oui, D'ailleurs, c'était Niels de Zandollywood. d'accord. Ben, Niels, si tu nous regardes. Voilà. Alors, Mariette, en découvrant, en travaillant sur ta bio, comme on dit, donc je découvre que tu vas m'excuser l'expression, que tu es la femme des premières fois. Alors, Ah. j'explique. Ça me plaît, J'explique. ça me plaît. Ça te plaît? Donc voilà. Donc en 98, ton premier documentaire, commandé par la ville de New York, et qui est sur une campagne pour sensibiliser sur le sida. C'est Oui, bien ça? c'est ça. Voilà. Pour sensibiliser les New-Yorkais d'origine caribéenne sur le sida, qui à l'époque ravageait la population. D'accord. En 2002, premier documentaire sur Sweet Mickey, qui va devenir président ensuite. Oui, le documentaire voilà. s'appelait Sweet Mickey for President, Voilà. c'est-à-dire Et qu'à qui remporte un l'époque, prix. oui, qui remporte le prix à New York dans le festival Real Sister. Donc à New York, je savais déjà à cette époque-là que Jean-Michel Martelly allait devenir président parce que j'ai nommé mon documentaire Sweet Mickey for President. Point d'interrogation. Absolument. Dans la foulée, premier court-métrage qui est nominé à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, au Festival de Cannes. Et ensuite, ton premier long-métrage, Le Bonheur d'Elsa, avec l'excellente comédienne d'origine guyanaise qui est... Oui, Stana Romillac. Stana Romillac. Et là aussi, un prix à l'international. Donc, chaque premier, il y a un prix. Oui. Alors, je voulais apporter une petite précision. C'était le prix, à Cannes, c'était le prix Djibril Diop Mambéty, Oui. qui était affilié à la quinzaine des réalisateurs. C'était un prix que notre Ozan Silou avait, Aux Antilles de Kiffer, oui. qui avait fondé. Voilà. Le prix aussi Paul Robeson, du nom de ce fameux Oui, ça chanteur c'est... de gospel. Oui, c'était en 2013. 2013. Oui. J'ai gagné le prix, mon film Le Bonheur d'Elsa, mon premier long métrage, a gagné le prix de la diaspora au festival, au FESPACO, qui est le festival le plus grand d'Afrique de l'Ouest, voilà, d'Afrique francophone. Voilà, donc on va regarder, justement, on a un petit magnéto, petit par la taille mais grand par le talent, qui revient sur la carrière de Mariette Montpierre, Magnéto. Ah oui. Voilà, bravo. Très beau magnéto monté par Cédric Frémont, qui revient succinctement sur la carrière de Mariette Montpierre. Donc, comme je disais, donc, en 2011, donc, tu réalises ton premier long métrage, Le Oui. Bonheur d'Elsa. Oui. Donc, c'est un succès à l'international qui remporte plus d'une dizaine de prix, hein, si je ne me trompe Plus pas. que ça, oui. Ouais, plus que ça, voilà. C'est un film qui traite... Il y a plusieurs thématiques qu'on voit dans ce film. Oui. Il y a le retour au pays, il y a la recherche d'identité, pardon. Oui, alors ce film, j'étais très fière parce qu'il a été le coup de cœur du quotidien New York Times. Et
C'est pas Le rien. New York Times a décidé de venir et de regarder le film. Et j'avais très, très peur parce que le New York Times, si jamais c'est une référence, oui. si jamais c'est une référence et si jamais ils n'aiment pas la carrière du film, est un peu foutue. Oui. Et donc, je me suis réveillée le matin et j'ai lu la critique qu'il avait nommée coup de cœur de la semaine quand il est sorti à New York en 2012. Et c'est en fait une histoire partiellement autobiographique. Oui. C'est l'histoire, c'est un peu mon histoire quand je ne connaissais pas mon père. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis partie le chercher. Je l'ai trouvé et je raconte un peu cette histoire dans le film. Alors, je l'ai fictionnalisé parce qu'évidemment, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai rajouté plus de piment, des personnages Pour les différents. besoins du scénario. Voilà. Et donc, c'est ce retour au pays à cette époque-là où j'étais partie à l'âge de 6 ans pour aller à Paris et où j'avais laissé un petit peu beaucoup de mon cœur et je ne connaissais pas cette moitié de moi-même que j'avais laissé en Guadeloupe. D'accord. Donc, ce film, c'était un peu un film thérapeutique aussi. Ok. Donc, on voit aussi en dehors de la fiction, donc il y a une carrière aussi sur le documentaire. Oui, Donc, notamment le dernier documentaire qui a été présenté il y a quelques temps au Cinestar, qui est Oui. coproduit par Reading Productions et Canal+, et qui s'appelle Les Passagers Les Passagers du du Pont. Pont, et qui se passe À Saint-Martin. à Saint-Martin, après Irma. Après Irma et aussi 3 ans après, que s'est-il passé? Comment l'île s'est reconstruite? Et quel est l'avenir des jeunes dans le quartier de Sandy Ground? Je fais un focus plutôt sur les jeunes à Sandy Ground et 2 hommes. Jérémy, qui est un Saint-Martinois, ancien leader de gang qui a vécu aux États-Unis et qui est revenu il y a environ 12 ans à Sandy Ground pour aider la population. Et Patrice, propriétaire du Beach Hotel, Oui. qui en fait est en pleine reconstruction de son hôtel. Et ces 2 hommes se sont rencontrés et ils essayent de collaborer alors qu'ils appartiennent à 2 mondes complètement différents. Ils essayent de s'entendre et d'aider les jeunes de Sandy Ground. Alors, Est-ce que c'est possible, quand on est diamétralement opposés, de pouvoir s'écouter et de se comprendre? Alors justement, je note que dans ta filmographie, fiction ou documentaire, on parlera de ton projet de série aussi que tu Oui. as. Enfin, on a remarqué avec Carole, en partie, que tes personnages sont toujours en mouvement et il y a toujours une forme de quête et Oui. il y a beaucoup, et que tu t'intéresses beaucoup aux interactions entre les humains. Oui. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je fais des films. Je fais des films Oui. pour me rapprocher de l'autre, et aussi pour me découvrir, pour savoir mieux qui je suis. Et en fait, pour moi, faire des films, c'est une question... C'est initiatique, toujours, et c'est une histoire d'amour, quoi. L'amour que je porte vers mes personnages, le regard que je porte sur eux, et comment ils me rendent cet amour. Oui, Carole. Effectivement, c'est vrai que moi j'ai vu donc, Le Bonheur des Actes, j'ai beaucoup aimé, et puis aussi pas mal de documentaires. C'est vrai que moi ce que je disais en préparant l'émission, c'est qu'on sent beaucoup de bienveillance Oui. dans chacun de tes, que ce soit en fiction ou en documentaire. On ressent vrai. vraiment cette bienveillance quelque part, cet amour de l'autre, l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Oui. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport au documentaire. Comment tu choisis tes documentaires, parce que j'ai beaucoup aimé tourner vers la Mecque. Oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas pour les Antilles, Oui. aux musulmans des Antilles. C'est donc, vrai. Moi, c'est toujours des coups de cœur avec des personnages. Et il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais je n'ai pas trouvé des personnages qui d'abord, sont authentiques et qui veulent se donner. Parce qu'en fait, quand on fait un documentaire, s'il n'y a pas d'enjeu pour la personne qu'on filme, si ce documentaire ne va pas en fait changer sa vie à un niveau, il n'y a pas d'intérêt pour moi de faire un documentaire. Je ne peux pas faire un documentaire où je vais interviewer quelqu'un et je vais lui demander ce qu'il pense de telle ou telle chose. Il faut que cette personne s'engage sur le chemin de ce documentaire parce que ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre des mois, quelquefois des années, et donc le personnage a besoin de s'engager et il faut que ce soit un processus transformateur pour chaque personnage. Et pour moi aussi. Emma, je crois que tu avais une question. Bah oui, je voulais savoir, vous avez dit que vous avez fait, que vous viviez en Guadeloupe, vous êtes parti à New York, vous êtes revenu en Guadeloupe, et je voulais savoir
comment est-ce que votre vision de la Guadeloupe a changé en fonction de tous ces allers-retours? Et est-ce que faire des films en Guadeloupe a changé aussi votre vision de la Guadeloupe, en fait? Oui, alors la vision de la Guadeloupe, ma vision de la Guadeloupe a changé parce que depuis que j'habite ici, parce qu'avant j'avais une vision plus idyllique, plus carte postale de la Guadeloupe. Quand j'ai fait Le Bonheur d'Elsa, si vous vous en rappelez, le film, la Guadeloupe en elle-même est un personnage. Ouais. J'ai beaucoup filmé les décors, même s'ils sont bien intégrés dans l'action du film. Maintenant que je connais mieux la réalité du pays, je crois que quelquefois, je suis plus résignée. Je me dis, bon, ben, c'est comme ça. J'ai peut-être tendance à moins me battre. Je suis peut-être... Malheureusement, hein, je crois. Hein, même si je me bats beaucoup, je crois que j'ai accepté beaucoup de choses. Donc, tu parlais d'intégrer la Guadeloupe... Enfin, dans Le Bonheur d'Elsa, de faire de la Guadeloupe un personnage aussi à part entière. Oui. C'est quelque chose de récurrent qu'on retrouve, par exemple, qu'on retrouve dans le documentaire Les Passagers des Ponts, oui. Du pont, pardon, où tu fais de ce pont est un personnage à part entière. Voilà. C'est très symbolique, puisqu'en fait, ce pont sépare deux quartiers, un quartier riche et un quartier pauvre, et les gens du quartier riche traversent le pont en voiture, mais ne s'arrêtent jamais de l'autre côté pour voir ce qui s'y passe. Sandy Ground est un lieu de passage. Donc pour moi, c'est important de marquer la symbolique du pont, de deux personnes qui se rencontrent sur le pont et qui essaient de changer les choses à Saint-Martin. Oui, Régis. Donc, tu as vu le documentaire? Oui, j'ai vu le documentaire, j'ai apprécié. Le truc que moi je trouve... autant on passe plus de temps avec les personnages de Sandy Ground, j'ai pas senti la même chose du côté du propriétaire de la Beach Hotel. Oui. Est-ce que c'était volontaire ou bien il n'y avait pas assez de matière? Alors, je crois que quand on va à Sandy Ground et quand on rencontre les jeunes et quand on rencontre Jérémy, on est complètement plongé dans cet univers. Et pour moi, il était plus important de rester plus avec les jeunes, de passer plus de temps avec eux. Et en fait, Patrice est quelqu'un aussi de très occupé. Et en fait, c'était lui qui apportait son soutien aux jeunes. Et moi, les jeunes m'intéressaient beaucoup plus. C'était eux, en fait, qui comptaient pour moi. D'accord. Donc, alors, Maria, tu parlais du fait de te résigner à certaines choses en Guadeloupe. Alors, je vais essayer de faire un grand écart. C'est par rapport au métier. Est-ce que c'est aussi des difficultés à rencontrer en tant que femme dans le milieu du cinéma? Parce que tu es l'une des rares femmes dans les Antilles françaises à être réalisatrice. Enfin, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a de l'autre génération, il y a Usain Palsy. Tu nous parlais tout à l'heure de Sarah Maldoror, qui a beaucoup de films en Afrique. Oui. Il y a aussi Nadia Charlery en Martinique. Et en Guadeloupe, nous avons Mariette Montpierre. Alors, oui. Est-ce qu'il y a ce type de difficulté? Est-ce qu'il y a des difficultés pour une femme à éclore dans ce milieu? Est-ce que c'est un manque d'opportunités? C'est un manque d'intérêt de la part soit d'une nouvelle génération de se lancer, de pouvoir écrire des histoires? Oui. En fait, c'est tout ça en même temps. Bon. C'est d'abord la difficulté de faire des films en général, et donc aux Antilles, c'est encore plus difficile. Quand on est une femme, c'est la double peine. Voilà. C'est vrai qu'on est soutenu par la région Guadeloupe. Je suis soutenue par beaucoup les institutions. Donc, quand je présente des dossiers qui sont bien ficelés, j'ai la chance qu'ils passent. Mais je crois que c'est aussi comment le système est structuré et où est-ce qu'on va chercher des financements? Il faut maintenant qu'on s'ouvre au financement privé. Oui. Mais la difficulté, c'est que souvent, les entreprises ne considèrent pas le cinéma comme étant un secteur porteur de développement où ils vont gagner de l'argent. Moi, j'avais trouvé des investisseurs, mais quand je leur ai expliqué que,
Ça va prendre du temps avant qu'ils revoient leur argent et que peut-être ils ne vont pas le revoir. Donc oui, le retour sur forcément, investissement n'est pas forcément retourne. immédiat, Voilà. parce que ça prend il y a le temps de fabrication. Oui. Et donc, il faut qu'on se tourne aussi vers les mécènes, mais le concept des mécènes en Guadeloupe n'est pas un concept que les gens... C'est peut-être plus une mentalité française, parce qu'aux Oui. États-Unis... le Oui, c'est mécénat- très américain, le mécénat. dans un Mais système ici, libéral, oui. voilà, ici, on ne connaît pas beaucoup. Donc, c'est tout ça, c'est plein de choses. Mais moi, je fais des films depuis plusieurs années et je vais continuer à faire des films jusqu'à ma mort. J'adore ça. On souhaite le plus Je longtemps- suis le plus loin passionnée, je suis passionnée par l'image et j'ai encore beaucoup d'histoires à raconter. Par exemple, la féminité, le plaisir féminin, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aimerais libérer la parole autour de notre sexualité antillaise qui a des spécificités Oui. propres Propre à notre société. à notre société. Et nos Société corps, postcoloniale. ont Oui. vécu à une La histoire. représentation du corps, oui, dans les Oui. sociétés postcoloniales, c'est... Et ça va être le sujet de mon prochain documentaire. D'accord. Alors, justement, on disait que tu étais l'une des rares femmes dans les Antilles françaises. Donc, dernièrement, Régis, notre critique cinéma, a rencontré, je pense que tout le monde l'a connue, il a rencontré Jessica Généus. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous... Ben, déjà, Jessica Généus, pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui a réalisé le film Freda, qui a remporté pas mal de petits prix à Cannes et puis à l'international. Petit prix à Cannes. Oh, mais je C'est modeste, hein. modeste, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà. Bah, Mais le film est quand même en créole haïtien. oui, oui, Donc c'est pas un petit prix, hein. C'est une belle reconnaissance, on peut dire. oui, oui. Je crois que c'était ironique, non? Voilà. Mais en tout cas, lors de son passage en novembre en Guadeloupe, j'ai eu l'occasion de l'interviewer et vous allez trouver ses paroles maintenant. Oui, Magnéto. Mais je suis Jessica Généus, réalisatrice, productrice, scénariste haïtienne, en gros cinéaste haïtienne. Et mon dernier film, c'est Freda. C'est une fiction d'1 heure et demie. Freda! Les 10 minutes genoux, où est-ce qu'on a travaillé? Toute la sainte journée pour faire me guider. L'envie de faire des films est arrivée très tard. Même pas, parce que quand j'ai fait mon premier film, en tant que comédienne, j'avais 17 ans. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est est-ce qu'il allait me payer, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de problèmes d'argent. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'était pas une base de passion ou de rêve d'enfant. Et puis, tranquillement, j'ai découvert le cinéma d'auteur. Tranquillement, j'ai compris que aussi qu'en tant que comédienne, ça allait être très difficile. Et quand je suis partie étudier à Paris aussi, tous les rôles pour lesquels on m'appelait, c'était très bizarre parce que c'était un peu la même chose, soit des femmes de ménage. Je trouvais qu'il y avait une anomalie et je me disais que peut-être qu'il va falloir que je commence à écrire ou que je passe derrière la caméra. Dans la Caraïbe, déjà, il y a Uzan. Parce que le pire, c'est que quand j'ai vu Will Kasneg plus jeune, je ne savais même pas que c'était une femme qui avait réalisé ce film. Donc, dans la Caraïbe, déjà, il y a elle, mais honnêtement, et ça, c'est mon gros souci, je trouve qu'il n'y a pas assez de circulation cinématographique dans la Caraïbe. J'ai envie qu'il y ait des productions, pas nécessairement forcément tout le temps pour les festivals occidentaux. On peut avoir ça et aussi avoir des productions qui sont vraiment plus dans une idée de consommation caribéenne. Moi, je veux créer le Centre Freda en Haïti pour créer cette circulation. Écoute, avec Freda, on est avec une famille haïtienne dans un quartier populaire de Port-au-Prince pendant la crise de 2018. Il y a eu un moment particulier, en tout cas par rapport à ma génération, où des jeunes se sont vraiment mobilisés pour demander des comptes sur 4 milliards de dollars qui ont été volés par le gouvernement. Cet argent a été volé, mais c'est à nous, c'est les Haïtiens qui vont devoir le rembourser sur 25 ans. Zéro développement n'a été fait, donc comment ça qu'on va le rembourser, quoi? Donc, c'était pas logique. Donc, il y a eu vraiment un mouvement où je pense que pour la première fois, les Haïtiens ont compris ce que c'était que la corruption d'État. Et donc, j'ai souhaité faire exister cette famille pendant cette période de crise. Au lieu de poser ma caméra sur la crise et de voir les gens qui bougent autour, je posais ma caméra sur les gens, sur une famille, et de voir la crise qui les affecte autour, quoi. Tout le long, jusqu'à 2 semaines du tournage, là, j'étais dans l'idée que j'allais jouer le film. Jusqu'à ce que je tombe sur Néhémie Bastien qui joue Freda et qui était juste meilleur pour le rôle, quoi. La mère, je l'ai rencontrée 5 jours avant le tournage aussi.
comme par hasard, comme ça, près de mon bureau, tu vois. Et puis le tournage, c'était très rock'n'roll aussi, parce qu'on était en plein confinement politique. Les gens avaient vraiment peur. Il y avait une vraie peur qui s'était installée. Tu vois, il y a des séquences où il y avait des tienneries tout le long. Il y avait des séquences où je perdais de la figuration parce que les parents appelaient en même temps qu'on tournait pour dire aux enfants de rentrer, quoi, aux jeunes. Comme taxe. Disons, j'ai l'homme fait film là. Déjà, le fait que le temps créole, t'es grand pile monde qui t'a pris. Il t'a dit, mais comment on fait quoi on filme en créole pour aller quel côté? Tout le monde dit, la fait, la fait exercice. Mais dans tête tout le monde, c'est pas un sérieux. Et ça m'a donné la paix pour me faire film là. Parce que, puisque pas prendre au sérieux, personne ne va m'emmerder. La décision de prendre au sérieux, je ne suis pas capable de faire film là. Donc c'est un choc pour beaucoup, je sais. En tout cas, chez moi, le fait que film dans le créole, et film dans sorti dans salle en France, et film dans fait ou de l'IFER en créole. C'est un film 99% créole, moi, j'aime dire ça. Mais pour qui ça voulait rester à... Si on t'a suivi, ça peut faire là. Raconter histoire Fred disait, c'est raconter histoire princesse Ghetto, c'est raconter histoire Tissel qui grandit dans le système, côté c'est amour sans sommeil, n'est pas marché van rêve. Je tiens à remercier Harold Longnon pour la captation qu'il a fait avec nous deux, hein, d'ailleurs. Tu étais là, hein? Oui, j'étais là, oui. On a filmé et puis on a pu prendre ces précieuses informations pour le public guadeloupéen. Guadeloupe, on t'aime. Mais ce qui m'amène à une question, on remarque dans toute la nouvelle génération, que ce soit Haïti, Martinique, Guadeloupe et Trinidad et Tobago, Guyane aussi, mais ce que je veux dire, on essaie de définir un style caraïbéen en tant que cinéma. Toi qui as plus de bouteilles, qu'est-ce que tu peux nous dire et quelle est ta vision d'un cinéma caribéen? Waouh! Quelle est ma vision du cinéma caribéen? Je pense que Jessica, elle parlait à un moment donné de la circulation des films. Et moi, ma vision du cinéma caribéen, ce serait un cinéma uni et non pas divisé en zones francophones, anglophones et hispanophones, mais une vision unie. Et le festival du cinéma à Trinidad commençait un petit peu à aller dans ce sens, mais je crois maintenant que ce festival a quelques difficultés, donc il devient un peu plus local. Nouveau Regard, le festival en Guadeloupe, travaillait avec le festival de Trinidad. Donc moi, ma vision du cinéma caribéen, c'est « Let's make movies by any means necessary ». Voilà. Any means necessary. Disons nos histoires, racontons nos histoires, essayons de nous connecter pour devenir plus unifiés, parce que ensemble nous sommes un vrai marché. Tout seul, chaque île indépendante, on n'est pas. C'est intéressant, mais c'est mieux d'être unis. Et je crois que au lieu d'essayer toujours de faire sortir nos films ailleurs, de se reposer sur l'international, soyons notre public. Il faut que les gens voient nos films. Le problème, c'est que le public n'est pas au courant de ce qui sort. Donc, une émission comme la vôtre sert énormément, nous rend plus visibles, nous permet d'avoir une plateforme pour exposer nos œuvres. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de prendre notre cinéma au sérieux et de faire circuler les œuvres. Mais merci à toi, Mariette, d'être venue. De toute façon, c'est le but de cette émission, c'est de parler de tous les cinémas, de vulgariser le cinéma, en parlant, en invitant les producteurs, les réalisateurs, et aussi les scénaristes et les acteurs de ce milieu. Donc voilà, donc c'est presque la fin de cette émission. Donc notre dernière rubrique, les recommandations. Et en fait, Emma a une recommandation pour nous. Un film sur... Un film sur la ségrégation, qui est disponible sur... Netflix. Netflix, encore, oui. Et qui s'appelle
Et qui s'appelle, j'ai oublié le titre, vas-y, rappelle-moi. Best Enemies. Oui, Best Best of of Enemies, Enemies. exactement. Oui, Best of Enemies, qui raconte le pourparler entre un leader du Ku Klux Klan et une femme afro-américaine très révoltée, activiste et très, 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 très en colère, justement, par la situation. Et du coup, c'est très comique, c'est émouvant et c'est une histoire vraie, surtout. C'est une histoire vraie. Donc, c'est un film qui se passe dans les années 60. Oui, voilà. exactement. Et en fait, ça raconte... Les années 70, oui. En fait, ça raconte... c'est une école noire américaine qui est brûlée. Et du coup, en fait, ils veulent négocier, enfin, les Noirs américains veulent négocier pour que les élèves puissent aller dans une école blanche. Voilà. Et forcément, les membres du Ku Klux Klan, ils refusent totalement. Et ce qui est intéressant, c'est tout le dialogue et tout l'échange entre les Blancs qui se trouvent, voilà, qui disent c'est bon, on va pas tout vous laisser. Et les Noirs qui disent mais on n'a rien, en fait. Et c'est super intéressant. Oui, ça se passe effectivement en 1971, en pleine période de ségrégation raciale encore, hein, dans certains États. Et c'est un film avec... voilà. Ouais. Très bonne figure de rôle. l'ombre. On connaît. Notamment, où là, c'est Empire, pour ceux qui... Cookie Liar. Voilà. Et Sam Rockwell aussi, habitué du second rôle, mais qui a eu un Oscar d'ailleurs pour un de ses films. Et la deuxième recommandation, c'est... Alors, c'est assez surprenant, mais c'est le choix de Régis. C'est... Tic et tac. Tac, Ranger du risque. Tic 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 et tac, Ranger du risque. Oui, je vais parler d'un dessin animé Disney, ou plus précisément d'un film Disney qui reprend en fait la sauce Roger Rabbit. En gros, Tic et Tac, qui est sorti dernièrement sur Disney+, est un film à la fois méta sur le monde de l'animation. À la fois, on trouve plusieurs styles d'animation, l'animation cartoon, l'animation japonaise, l'animation fait à la main, chaussettes à la main, pâte à modeler, et puis ce genre, tout style d'animation, mais que ça parle aussi d'Hollywood, des enfants stars brisés, des programmes annulés, des acteurs. C'est assez méta, bien que ça reste quand même... On revient sur les bases de Disney telles que c'était avant, mais ça reste quand même assez cynique. Mais je pense que ça vaut quand même le tour que... Ça vaut quand même le coup. Le détour, ça vaut... Oui, ça vaut le détour, voilà. Je perdais mes mots. Merci beaucoup. Donc voilà, donc 2 films sur 2 plateformes, donc Netflix, c'est ça, et Disney+. Bon, il nous manque plus que Salto, Apple TV, et après on verra. Et tu vas pas recommander mes 2 derniers documentaires? Ben si. Oh, non mais c'est vrai, quel mal poli je suis. Et donc, les 2 derniers documentaires de Mariette Montpierre qui sont donc en diffusion, donc sur Canal+, et sur France 3, donc oui. Les Passagers du Pont sur Canal+, pardon, Les Passagers du Pont sur Canal+, et Les Derniers Blancs Matignon sur France Télévisions, France 3 et les premières. Oui, en co-réalisation, c'est ça? En co-réalisation avec Michel Reynet pour Les Derniers Blancs Matignon. Très bien. Ben, je vous encourage à aller regarder. Donc voilà. Une question quand même, oui. C'est pour savoir, est-ce qu'il y a moyen qu'on voit tes précédents films, tes précédents courts-métrages? Est-ce qu'il y a le moyen que le public guadeloupéen puisse voir et puisse se faire son avis? Ça, c'est la bonne question. Alors, vous pouvez demander au cinéma de passer mes films, peut-être. Oui, on va ce essayer. serait une première. Et puis peut-être... mon film Le Bonheur d'Elsa est disponible sur les plateformes américaines et dans toutes les bibliothèques municipales américaines en DVD, mais en France, non. Donc, on n'est jamais roi chez soi. Ouais, oui. Donc, si tu as un VPN, tu peux aller sur les plateformes aux États-Unis. Je ne suis pas pour le VPN, je suis pour le format physique. Achetez le DVD. Achetez. Voilà, pour les droits d'auteur, c'est très important. Mais aussi, c'est ce qui permet de faire vivre nos auteurs et nos réalisateurs. Oui, alors j'ai oublié de dire que mes films sont disponibles à la FNAC et en vente en DVD à la FNAC. Voilà. Donc, on n'est jamais roi dans son pays, mais Mariette est notre reine. Donc, nous concluons cette émission de façon royale. Voilà, OPS, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont préparé cette émission. Les décors sont faits par Christine Blombou, la lumière par Solène Van Gout. Romain Rode qui a préparé cette émission. Cédric Frémont pour les infographies. Jean-François Thorin pour le générique et l'habillage, Steve Lancastre et Séverine Gims pour la production, Yannick Rosine à la réalisation, les équipes de Canal 10 et Daniel Corneli qu'on salue. Donc retrouvez OPS en paquet de cinéma sur YouTube, Instagram et Facebook. À dans 15 jours, même heure, même antenne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. À vous, Cognac Gel.